Mesdames et messieurs, bienvenue au 42e épisode du H2H Academy Podcast. Mon nom est Nicolas Aubin et cette semaine, en compagnie de mon associé Pierre-Luc Murray, on reçoit un invité spécial. Encore une fois, on sort un peu de notre champ. On invite Joël Bilodeau, mais on sort pas trop loin parce qu'on va parler avec lui de prospection sur le web. Joël qui aide des coachs, consultants, experts à bâtir une business profitable, rentable, long terme sur le web, vient nous parler de comment il a réussi à le faire pour lui-même et pour ses clients qui ont réussi à générer des millions de dollars grâce à la prospection sur le web. On se voit de l'autre côté. Donc, aujourd'hui, invité spécial qui va venir nous partager un petit peu des trucs, conseils sur la prospection. Joël Bilodeau qui est avec nous. Joël qui a été notre propre coach à nous dans H2H Academy. On a lancé notre business. En fait, on n'avait rien de lancé dans notre business. Puis on a embarqué dans les guerriers du web, donc la méthode QLT. Donc, tu es le président fondateur, c'est bien ça, je me trompe pas, je manque pas de bout sur ça. J'ai pas le chiffre exact, mais tu as aidé des milliers, je crois, plus que 1000 coachs, experts, professionnels à développer une business rentable sur le web avec justement de la prospection en ligne. C'est plus de... Je sais pas combien de millions de chiffres d'affaires que tu as fait faire à l'ensemble de tes clients, mais je pense qu'il y a beaucoup de... Je pense qu'on avait comptabilisé 25 millions. Là. Avec l'ensemble de tes clients? Oui, on était en mesure de traquer, là, sans compter ce que nous, on a généré de notre côté, là, mais juste dans le bassin de clients. Là. Solide. Fait que des belles preuves de résultats que tu as été en mesure de générer à tes clients. Tu as des clients ici au Québec, en Europe, Afrique, je pense même, dans différents coins. Peut-être. Afrique, mais c'est majoritairement Europe, français, puis Québec, yes. La francophonie. Je pense que tu as même déjà essayé d'aller aux États-Unis ou peut-être dans le marché anglais. J'ai un client en anglais. Un client en anglais. Okay. J'ai un client en anglais qui m'a couru après pour que je l'aide et non l'inverse. Donc, okay. Je me demandais si ça avait été l'inverse, justement. Fait que oui, un beau succès dans tout ça. Tu es principalement, justement, ta business, elle est toute sur le web. Ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait 5 ans, plus ou moins, je me souviens pas. La business que j'ai aujourd'hui, ça fait depuis 2019. Je sais que j'ai lancé en 2019. Ça fait quelques années avant que j'étais sur le web, mais que là où j'ai vraiment eu mon envol, ça a été à partir de 2019. Là. OK, super. Ce que tu montes en fait avec ton entreprise, c'est un peu ce que nous on a fait, c'est-à-dire de démarrer une entreprise avec une expertise particulière, puis être en mesure de bâtir une business qui est rentable et ça rapidement. Chose que, by the way, nous, on a fait, comme je t'ai dit tantôt, on doit un témoignage de ça parce qu'on l'a pas encore deliver. Mais t'aides les entreprises justement à se lancer rapidement sur le web et avoir d'excellents résultats là-dedans. Puis aujourd'hui, c'est important pour nous de t'inviter sur le podcast parce que on voit beaucoup de gens, d'entrepreneurs, je pourrais dire, ou de gens qui ont de l'influence au Québec, parler de la pub, puis c'est tous les moyens de générer des clients, mais le bon vieux moyen que nous, on preach aussi de notre côté, qui est vraiment la prospection à la dure, c'est-à-dire d'être capable d'aller chercher nos propres clients sans avoir de recettes miracles ou de formules magiques pour y arriver. C'est ce que tu enseignes aussi à tes clients, donc d'être capable, avec les bonnes stratégies, la bonne intelligence d'affaires derrière ça, de le faire. Puis toi-même, je pense que tu as bien appliqué cette intelligence d'affaires-là. Ta niche, c'est la même depuis day one. Tu n'as jamais dérogé de ça. Les coachs, les experts, les professionnels, justement, qui ont une expertise comme ça. Puis ma première question que j'ai pour toi, puis ça va lancer un peu la discussion, ça s'est fait comment pour toi, cette décision-là? Parce que tu avais une expertise sur le web, tu as décidé de dire, moi, je m'en vais aider des coachs, des experts. Chose que déjà, des fois, des gens se disent, un coach qui montre aux autres à faire la même affaire. Ouais, OK. Coach de coach. Ouais, exactement. Coach de coach. Tu as décidé de te lancer dans cette niche-là. Ça a été quoi ta réflexion, ta démarche, je pourrais dire, initiale pour attaquer ce créneau-là? Normalement, en fait, la majorité du temps, on pense à l'inverse. On pense que plus qu'on grossit notre champ de personnes qu'on peut accompagner, plus qu'on cible large, plus qu'on a de potentiel, puis qu'on va pouvoir prendre les opportunités parce qu'il y a plus de gens. Puis j'ai réalisé que c'était vrai sur papier, mais pas réellement vrai en pratique. Donc,
Ce qui est arrivé, c'est qu'en fin 2018, il est arrivé beaucoup de trucs négatifs dans ma vie. Fausse couche, j'étais tanné de ma business, je regardais mon horaire, j'avais envie de vomir. Puis même si j'avais réussi à avoir des clients dans plein de domaines différents, je trouvais que c'était difficile de continuer de grandir parce que tout était basé sur du sur-mesure. D'un client à l'autre, c'était différent. Les messages étaient différents. Puis finalement, je devais tout le temps reprendre pratiquement tout ce que j'avais créé pour une personne, puis couper, repartir à zéro, puis faire quelque chose avec un autre. Donc, je me suis dit, si je veux doubler ça, mais comment je peux faire? Parce que réellement, tout est basé sur mon temps. Puis, à terme, j'ai réalisé que les gens que j'avais plus de facilité à accompagner, puis ceux que j'aimais le plus aider, puis que je comprenais le plus également, étaient les gens qui étaient justement des coachs, des consultants qui avaient une expertise puis qui voulaient développer sur le web. Fait qu'à ce moment-là, c'est là que j'ai décidé de dire, tu sais quoi, j'arrête d'aider les autres. Parce que si je me concentre juste sur un offre, je me concentre seulement sur un avatar. À l'époque, l'offre était pas bâtie, mais je savais que je voulais aider un type de personne. Je me suis dit, c'est facile de devenir le maître de cet avatar-là si je baigne constamment dans leur réalité. J'ai pas besoin de commencer à réfléchir à comment que je peux aider une entreprise qui fait de la vente en ligne avec du e-commerce, avec Shopify. Pas besoin d'aider quelqu'un qui est pignon sur rue. Parce que là, je commençais à comment tu vas être expert dans tout, en fait. Là. C'est pas vrai que tu es le meilleur à aider les pignons sur rue en même temps que ceux qui sont des boutiques en ligne. C'est pas le même set de réalité, de skills. Fait que même si tu dis oui, je sais faire de la pub, à quel point ta pub va être performante pour toutes ces audiences-là? Ça le sera pas. Parce qu'ils n'ont pas besoin des mêmes choses et ce n'est pas la même réalité. Par contre, je me suis dit, est-ce que je suis capable de créer quelque chose qui est autant bon pour quelqu'un qui est coach en développement personnel, que coach en business, que coach en marketing, que coach... Of course, parce que sensiblement, ils utilisent tous le même modèle. Donc, c'est là que j'ai décidé de rétrécir le nombre de gens que j'aidais d'un point de vue business, mais aussi parce que j'étais tanné d'aider les autres types de personnes. Ouais, puis ça fait peur à beaucoup de gens de prendre ce choix-là. C'est comme si la business allait s'effondrer. Puis finalement, quand on leur explique, ils ont besoin d'avoir une preuve sociale, que ce soit de nous ou de différentes personnes qu'on a coachées, mais c'est une excellente preuve ici que si tu n'avais pas focalisé toute ton attention là-dessus, tu n'aurais jamais réussi à créer le succès monstre que tu as bâti avec qualité. Malgré le fait que la niche est comme, je sais pas, 20-25 000 personnes en Europe, au Québec, mais ça reste que, tu sais, t'es rentré dedans puis t'es devenu la sommité, selon ma perspective, là, la sommité dans cette niche-là, tu sais. Fait que, qu'est-ce que tu dirais aux gens qui hésitent à, genre, rétrécir leur audience pour se développer de façon importante dans ce créneau-là, tu sais? Je dirais, calcul, t'as besoin d'avoir combien de clients? Parce que des fois, on fait juste pas faire le calcul derrière. Tu sais, si t'as 25 000 personnes dans ton audience puis tu penses que c'est trop petit, même si tu as juste 1000 clients sur ces 25 000-là, on parle même pas de 10%, on parle de 2,5% de ton audience que tu aurais en client, mais 1000 fois le prix de ton offre, calcule en chiffres que ça fait, puis c'est le potentiel que tu as minimum. Exact. J'ai commencé à me dire, OK, j'ai pas besoin d'avoir 100 000 clients. Là. Fait que la grosseur de l'audience n'est pas vraiment importante parce que derrière, on n'aura jamais 100% d'une audience. Fait que si j'ai 10% de l'audience, est-ce que je reste profitable? Si j'ai 1% de l'audience, est-ce que ça fait du sens? Est-ce que je suis en mesure d'aller chercher 1% de l'audience? Of course. Ça équivaut à combien ça derrière en potentiel? C'est là que j'ai commencé à faire les mains dans ma tête et me dire, réellement, ça donne combien 100 clients? Ça donne beaucoup plus que ce que j'ai jamais fait dans le passé. Fait que, of course, je vais me concentrer là-dessus. C'est là que j'ai réalisé que la grosseur de l'audience était pas réellement qu'est-ce qui allait te permettre de faire énormément d'argent et énormément de revenus. Est-ce que c'est vrai à un certain point que la grosseur d'audience va jouer un rôle? Oui, mais beaucoup plus loin que les gens y pensent. On parle de millions et plus là, que ça va commencer à toucher. Là. En bas de ça touche pas vraiment. Non, c'est ça. Puis l'objectif, c'est d'avoir un beau lifestyle, une belle business, mais pas devenir ultra trilliardaire, là, tu sais, je veux dire. Exact. Est-ce que c'est vrai si genre tu regardes que ça te prend... Est-ce que tu vas créer une entreprise qui génère, je sais pas, 10 millions par mois? Of course. Là, de la grosseur de ton marché va venir jouer en jeu, mais avec ce que j'ai vu, tous les clients qu'on a aidés, le million annuel est faisable dans toutes les grosseurs de niche. Là. Très intéressant. Puis les gens ont la frousse de ça, on dirait, parce que ils pensent que de dire, OK, là, je vais aller dans cette niche-là, mais genre, faut que j'aille chercher 100% de la tarte, là, tu sais, si je m'en vais dans cette niche-là. Puis c'est exactement ce que tu viens de revirer de bord. En fait, c'est quoi tu as besoin pour atteindre tes objectifs, ce que tu veux. En réalité, c'est qu'il n'y a personne qui a 100% de la tarte. Là. Tu regardes même Pepsi puis Coca-Cola, ils se la divisent en deux, là, même si c'est un gros marché. Puis il y en a des petits joueurs là-dedans probablement qui sont très profitables, qui ont des belles business, qui vont chercher un 2, 3, 4, 5% parce qu'ils sont très target dans qu'est-ce qu'ils vont offrir.
Puis j'aime cette réflexion-là. Puis, pas à l'opposé, mais dans un autre sens, on voit beaucoup de gens qui sont comme « Ah, mais si je me spécialise avec eux, je pourrais plus aider les autres. » Ils ont peur souvent de cette perte-là, de dire « Ah, mais je me spécialise avec eux, fait que ceux-là, ils viendront pas vers moi ou ils me parleront pas. » Ouais, mais so what? Ils viennent déjà pas vers toi à l'heure actuelle, puis c'est souvent ça le cas, puis on le voit dans les gens qui sont très, très généralistes dans l'ensemble de leur service qu'ils offrent, c'est que... Pas le manquer. Oui, exactement. Ils ont peur d'en manquer, mais au final, il en manque beaucoup plus parce qu'ils n'ont pas de cible précise, ils n'ont pas de chemin qui est tracé en avant d'eux, puis tout ce qu'ils font, c'est des coups d'épée dans l'eau, puis des je pourrais dire des publications parce qu'on est dans le contexte du web ici, mais ils s'adressent tellement à tout le monde qu'il n'y a absolument personne qui les écoute à la fin de la journée. Ça devient pas intéressant qu'est-ce qu'ils ont à faire. Mais souvent l'exemple que les gens vont prendre pour justifier le fait d'aller dans le général, c'est qu'ils vont prendre Walmart. Tu sais. C'est très ça que j'allais dire. Sans réaliser que Walmart, ils ont un brand incroyable et ça reste une clientèle qui est basée sur des petits prix. Donc, t'as pas vraiment le choix quand ça va vers cette ligne-là où que si ton produit est très, très à petit prix, c'est sûr que ça te prend un gros volume de clients, un gros volume d'audience pour être en mesure de percer là-dedans. Mais se comparer à Walmart n'est pas nécessairement la bonne façon parce que qui initialement va aller te voir si personne te connaît? Être généraliste peut sûrement être bénéfique si tu as tellement développé un positionnement dans ton industrie où ce que les gens ils te font confiance juste en entendant ton nom. Mais si tu n'as pas développé ce positionnement-là, ben tu vas être orienté vers du marketing direct pour développer ta business, de la prospection à l'arrache, du ads, ces trucs-là. C'est beaucoup plus difficile de se faire voir si ton message s'adresse à tout le monde que si tu dis je me spécifique pour ce type de personne-là, puis le message que je dis est seulement bon pour ce type de personne-là. Bouf, automatiquement tu deviens une personne clé pour eux. La référence. Comme Walmart est la référence pour les bas prix, en fait. Puis c'est drôle qu'on parle de ça, puis de différence de prix, parce que la semaine dernière, on a reçu David Grégoire, que tu connais peut-être, Mr. E-Commerce, puis lui qui a la mentalité justement de je vends le moins cher possible pour être le Walmart du sous-titrage ou de ci, ça, en gardant une qualité. But this does make sense. C'est un logiciel. On faut comparer des pommes avec des pommes. Tu sais, ça fait partie de son modèle d'affaires d'aller chercher une grosse masse de clients parce que plus qu'il y a de clients actifs, plus que l'entreprise a une valeur derrière. On parle pas de la même chose. Des fois, les gens, ils crossent pas les mêmes industries. Là. Donc, forcément, c'est pas les mêmes industries, pas les mêmes méthodes de travail. Ouais. C'est pas évident, vas-y. Ici, je veux enchérir, tu disais le choix de positionnement, puis PC Jolicoeur, je pense que c'est un excellent exemple sur TikTok. Lui, son audience est vraiment broad. Conseiller financier, right? Non, courtier hypothécaire. Courtier hypothécaire. Il réussit vraiment à frapper vraiment large pour aller chercher toutes sortes de mandats, mais comme puis à cause qui est très, très fort, les gens le regardent en disant, moi, je vais faire la même chose. Or, ce qu'il a réussi à faire, c'est comme un sur 1 million, là, c'est exceptionnel. Moi, ce que je ferais, j'étais courtier hypothécaire, je reprendrais ce qu'il a fait, mais j'irais me nicher avec un type de message et un type d'avatar, parce que là, tout le monde essaie de le copier en mode général, mais il parle vraiment bien, même, puis il est drôle. Là. Fait que c'est pas tout le monde, je vois le monde sur le web, là, passer le courtier hypothécaire, se mettre à faire des vidéos, puis c'est comme, d'autres, t'auras pas ça, là. T'auras pas ça. C'est impossible. Prends-toi un angle différent. On essaie de l'avoir sur le podcast parce que c'est comme hallucinant ce qu'il a réussi à créer, mais en même temps, les gens veulent tout le copier, mais tu peux pas être un PC Jolicoeur 2. Oublie ça. C'est pas toi. Yes. Va te nicher avec la même stratégie, mais adresse-toi, mettons, aux investisseurs immobiliers ou à ceux qui font... Les gars de construction, amuse-toi, là, va dans cette ligne-là, puis deviens le meilleur à raconter des blagues de gars de construction, puis tu vas te positionner, puis... Tu sais, tantôt, Nick, tu parlais de les gens ont peur parce qu'ils disent pour le restant de leur vie, ils vont juste aider ces gens-là. C'est pas vrai. Parce qu'à terme, tu peux expandre ton audience, puis tu peux expandre des divisions, tu peux aider d'autres types de personnes, mais c'est beaucoup plus facile à le faire quand ton nom veut dire quelque chose, quand tu as les ressources financières derrière pour supporter une autre clientèle, une autre division. Quand tu es tout seul, tu es un one-man show, rends-toi pas la tâche plus difficile que créer un généraliste dans ton avatar. Ouais. Faut qu'elle se crée cette notoriété-là. Là. Faut qu'elle parte de quelque part. Puis on en voit beaucoup des gens venir vers nous que sont rookies, là, en voulant dire qu'ils commencent, sont année 1 en business, année 1 dans les conseils financiers. On en a beaucoup avec qui on travaille, puis ils commencent là, dans le métier, mais tu as besoin de te spécialiser justement, puis de te faire un nom, puis d'avoir du feedback des gens qui ont dit hey, son service il est écœurant, mais
pour aller chercher ces clients-là, c'est par là que ça passe, par la niche, de spécialiser là-dedans, puis tu vas être capable de, ensuite de ça, puis comme je le dis souvent à nos clients, tu changeras de niche si t'es tanné dans 2 ans, 3 ans. L'important, c'est que tu comprennes le mécanisme de ça, comment le faire, puis comment ensuite être capable de faire un pivot stratégique ou justement, comme tu l'as dit, d'aller l'élargir pour dire, hey, c'est quoi, je suis tanné de travailler avec ces clients-là, puis j'ai le goût de plus que ça. Tu sais, même toi, je pense que ta niche, elle évolué un peu aussi à travers le temps. Ça se peut-tu? Il me semble que tu sais, au début, tu serais avec peut-être des coachs qui startaient ou peut-être c'est moi qui suis on a commencé à pouvoir... Avant, on vendait pas nos autres accompagnements à les gens plus avancés. C'était seulement basé sur... Tu pouvais juste prendre nos autres accompagnements si tu étais dans notre client initial, dans notre roster de clients. Donc, notre marketing était juste ciblé pour des gens qui débutaient puis qui avaient, mettons, sous la barre 10 000 par mois. Puis, dans les dernières années, je pense dans les derniers 2 ans ou dernière année et demie, on a décidé de pouvoir laisser les gens rentrer aussi dans nos accompagnements plus avancés, même s'ils venaient pas de notre roster initial. Donc, ça a été un move qui permettait d'expandre l'entreprise. Mais c'est toujours basé sur le même type de clients, juste ils sont plus avancés aujourd'hui. Ouais, c'est ça. Ben, en voulant dire, tu as cherché une braquette d'évolution dans ta même clientèle. Au lieu d'être juste des gens qui faisaient 10 000 par mois dans leur business, on a commencé à pouvoir les supporter, mais vous êtes déjà 30 000 par mois, 50 000 par mois, 80 000 par mois. Parce que, au fil du temps, mais nous aussi, on a prouvé qu'on était en mesure de les monter à plus haut, ces gens-là. Donc, non, mais ça te prenait une certaine notoriété pour arriver à faire ça. Tu n'aurais pas pu commencer jour 1 non plus puis dire j'aide le monde qui font 90 000 par mois. J'aide les gens à faire 100 000 par mois, passer à 200 000 par mois, mais j'ai fait 0 par mois. Exactement. Nice. Ça n'aurait pas bien... Ici, là, le point là, qui est très important là, sur le décortique, là, c'est l'importance de la niche, c'est commencer à amener du cash dans le shop là, pour qu'il y ait un stream d'argent qui rentre de façon stable, mesurable et quantifiable. Puis après, si tu veux t'éclater parce que tu as du capital risque puis tu veux diversifier tes offres, ben là, c'est le bon timing. Mais commencer à tirer à mitraillette pour tout puis faire rien nulle part avec quelqu'un qui comprend pas t'es qui nulle part, ça marche pas, tu sais. Puis on essaye de l'expliquer autant comme autant aux gens, tu sais. Mais là, ici, on a 2 business, la nôtre et la tienne, qui sont basés sur 7 stratégies précises puis qui fonctionnent de façon très intéressante, tu sais. Fait que, tu sais, à un moment donné, pour tout le monde, si vous avez pas compris encore, revenez en individuel, nous questionner, nous bombarder. Alors, on va soulever vos croyances limitantes, mais ici, là, c'est clair que si tu t'adresses à un individu, même le côté opérationnel devient plus facile parce qu'à mesure que tu as avancé, j'imagine, Joël, là, la première année, tu as eu des succès puis tu as eu sûrement eu moins de succès que certaines personnes dans ton coaching. Mais aujourd'hui, là, tu es tellement guiré, solide, tu connais tous les angles morts, tous les problèmes potentiels qui peuvent arriver que tu as quasiment les réponses à tout. Est-ce que c'est ta réalité? Là? Mais quand tu aides juste un type de client, tu deviens vraiment bon à savoir qu'est-ce qu'il y a de besoin. Fait que derrière, tu es capable, quand tu fais une chose pour quelqu'un, tu es capable de le reproduire pratiquement copier-coller pour quelqu'un d'autre parce que il vit sensiblement la même chose, il dit sensiblement la même chose dans sa tête. Donc, les efforts que tu mets sont pas constamment à refaire. C'est là que je disais tantôt, quand j'ai fait le switch d'aider plein de types de gens à un type de personne, c'est que j'ai commencé à voir mon offre comme un produit. Au lieu que ce soit une offre sur mesure, comment je peux productize mon offre puis mon système derrière pour que je puisse aider un gros volume de gens, mais que ça me prenne pas à chaque fois que j'ajoute une personne encore plus de temps en support derrière ou encore plus de temps à refaire des nouvelles choses. Ça a été ça la force parce qu'on a pu acquérir énormément de clients sans sacrifier le taux de succès parce qu'on est en mesure de bâtir des choses qui étaient bonnes pour une et pour une autre personne ensemble. J'ai aidé quelqu'un qui rentre dans l'e-commerce puis quelqu'un qui fait du coaching puis je les mets dans le même accompagnement. Mais ce que je dis à lui pour le coaching, il faut que l'autre travaille fucking fort pour se dire comment ça peut être applicable à moi pour mon type d'entreprise quand je vends des produits en ligne à 50$, puis toi, tu vends un ticket à 3000$. Pas la même affaire. Là. Pas la même affaire. Non, définitivement. Je trouve ça intéressant parce que tout ça est basé sur une chose au final, c'est-à-dire la capacité d'aller chercher des clients avec ça, parce que c'est pour ça qu'on se niche. Si on n'avait pas de vente à faire, si on n'avait pas de prospection à faire, la vie serait merveilleuse, puis tout le monde aurait des business florissantes. Puis ça, on le voit parce que beaucoup des gens qu'on rencontre qui sont des nouveaux entrepreneurs sont comme tabarouette, je me rendais pas compte qu'il fallait que je vende en tant qu'entrepreneur. Tu sais, je suis tellement bon dans mon domaine, je sais qu'est-ce que je fais, mais je me rendais pas compte que fallait que je vende, fallait que je fasse de la prospection, puis je mette ça en place. Puis toi, tu as développé justement pour tes clients une stratégie de prospection uniquement sur le web, chose qu'on est venu chercher avec toi. C'est une des raisons principales dans laquelle on a décidé de prendre ton accompagnement parce que il nous manquait ces petites méthodes-là qu'on ne comprenait pas à 100%. Puis, tous tes clients fonctionnent avec ça, tous tes clients roulent avec ça, ou du moins atteignent leur premier mile, ce qu'on pourrait dire justement. C'est dans-là qu'ils veulent atteindre cette notoriété-là avec ça. Comment tu vois ça, la prospection sur le web? Est-ce que
est-ce que c'est quelque chose qui va fonctionner pour les 100 000 prochaines années à venir ou il y a une certaine, je pourrais dire, pas un certain quota, mais peut-être que ça devient un peu saturé. Il y a de plus en plus de gens qui en font. Là, ici, on est au Québec, je ne sais pas dans d'autres sphères ailleurs, mais est-ce que c'est quelque chose qui se sature avec le temps ou est-ce que ça va toujours fonctionner? Ben, la méthode va saturer, mais la prospection en soi, non. Okay. Si on regarde depuis, tu dis, on va regarder les 100 000 prochaines années, I don't know, on va être où, man? Je sais même pas si on va être là. Entre nous, of course, on sera pas là. I don't know, on va regarder selon ce que notre papa Elon nous dit. Mais si on regarde derrière, là, je veux dire, ça fait la prospection date depuis l'époque industrielle, sûrement, qu'il y a ça en place. Puis avant, c'était la prospection avec des flyers, c'était la prospection porte-à-porte, c'était qui encore aujourd'hui, by the way, fonctionne. Je vois beaucoup ça comme un cycle. La méthode de comment prospecter, m'emmener c'est prise, puis est remplacée par autre chose selon l'avancement des gens puis de la technologie. Mais ça revient cyclique quand même. Tu sais, quand moi j'ai commencé en 2019, tout était genre fuck tout ce qui est des actions manuelles à faire, prospection, manuel, porte-à-porte, téléphone, je veux plus ça. Là. Moi, je veux juste tout automatiser. Ma prospection est automatique, c'est des robots. Puis là, au fil du temps, boum, ça revient. On est prêt à recommencer avec la prospection téléphonique. Les gens commencent à comprendre le téléphone. Puis je pense que tout est comme une mode. Ça revient. Ça revient quand les gens arrêtent de l'utiliser. C'est une technique de prospection. Quand à un moment donné, ça devient abusé puis tout le monde l'utilise, ça perd en efficacité. Donc, ça vient remplacer par quelque chose d'autre jusqu'à temps que cette nouvelle façon-là devient abusée. Puis après ça se fait remplacer. Puis parfois, ça revient avec une qui fonctionnait là 5 ans et 10 ans. Puis c'est ce qui revient à la surface parce que ben ça arrête de fonctionner juste quand trop de gens utilisent de la même façon pour un marché X. Fait que réellement, ça va être encore là, je suis persuadé. Mais ici, tu vois, parce que c'est ça, on riait, moi, puis Nick, parce que on utilise la stratégie de la prospection sur le web pour ouvrir des discussions sur Messenger, sur Facebook, etc. Puis genre, on a comme vraiment changé notre approche parce que là, j'ai dit, asti, à cause de Joël, parce qu'il forme tellement de monde, on dirait que les gens commencent à être comme, tu sais, c'est un peu le même message d'opening, genre, fait que les gens, ils se mettent les breaks. Pour vrai, là, je disais à mon setter en riant, j'étais comme, pour vrai, demande-leur s'ils commandent une cuisse, une poitrine au Saint-Hubert. C'est encore lisse, on veut juste qu'ils ouvrent la discussion pour qu'on communique d'humain à humain avec eux, parce que le fameux message de genre, hey, bienvenue sur H2H, comme tout le monde est comme, yes. On veut plus l'ouvrir, tu sais. Fait que c'est pour ça qu'on voulait savoir, par exemple, ta prospection sur le web, tu sais, est-ce que tu y crois encore pour quelques années ou tu vas avoir des changements à apporter, comme par exemple, nous, c'est des micro-adjustments, mais c'est probablement que est-ce que toi, tu vois déjà un pivot à apporter sur le web dans la prospection outreach? Oui, mais connecter avec des gens sur Messenger va être encore là tant que Messenger est une plateforme qui te permet de connecter avec des gens. Après ça, c'est juste le degré d'aptitude qui va être sûrement plus... on va vouloir être meilleur, en fait, pour le faire. Puis il va falloir s'y prendre différemment pour le faire fonctionner. Mais en soi, est-ce qu'on peut quand même prospecter sur Messenger? Ben, jusqu'à temps que Facebook décide d'arrêter Messenger et qu'on puisse plus parler à des gens sur la plateforme, ben le format de prospection Messenger va être encore en ligne. Mais comme tu as dit, quand tout le monde commence à dire la même chose, c'est le temps de changer. Ouais, ça devient là, saturé. Modifier qu'est-ce que tu dis. Fait que ton truc de cuisse ou poulet, ça marchait moins pour l'Europe parce qu'ils comprenaient pas la référence, mais mettons pour le Québec, of course que ça crée une entrée différente de qu'est-ce qu'ils sont habitués de voir. Si c'est tout le temps le même message que la personne reçoit après 4-5 fois qu'elle reçoit des bienvenus sur le groupe, comment je peux t'aider, ben elle répondra pas à toi. Si t'es le premier à te répondre, si t'es le cinquième, elle te répondra pas. Mais si t'arrives avec une phrase différente, si tu mets de l'humour là-dedans ou tu utilises des variantes de script, ben of course que les gens vont répondre. Parce que les gens sont pas tannés de parler à des gens. Les gens sont tannés de se faire approcher de la même façon. Intéressant. Et ça sature sur ça. J'ai bien aimé ce que tu as apporté par rapport à la mode, parce qu'on a vécu la même affaire au porte-à-porte. Hein. Quand on a commencé, je m'en souviens, toi, tu as commencé peut-être 2010, PL, porte-à-porte, je m'en souviens plus exactement. Moi, quand je suis embarqué, j'ai en 2013. Au début, ça allait quand même bien. Puis on dirait que 2016, là, quand c'est arrivé, 2016-2017, là, il y avait plein d'équipes de porte-à-porte partout au Québec. Il y avait plein de monde qui vendait des services door-to-door. Et télécom. Ben, ils nous ont vu popper après ça, tu sais, tout le monde a fait comme si ça marche pour eux, on va le faire, tu sais. Mais comme, puis aujourd'hui, il n'y a plus personne qui en fait, tu sais. C'est que c'est vraiment un cycle, là, tu sais. Il y a eu une montée, puis c'est mort. Mais tu sais, puis là, c'est ça qui est intéressant quand tu parles dans le cycle, là, parce que pour moi, quand plus personne en fait, ça redevient un océan bleu d'opportunités. Puis là, c'est le temps de repartir dans cet ordre d'idée-là, tu sais. Ah, c'est ça. Les flyers, là, c'est quelque chose que tout le monde est comme, on fait plus ça, etc. Mais si moi, j'envoie des flyers à tous nos prospects, puis on met un
QR code dessus qui amène sur un VSL direct ou une vidéo qui transfère vers un call. Qui fait ça? Personne ne va faire ça. Prospect en envoyant une carte de Noël à ses clients cibles. No one. Fait que, automatiquement, je viens de taper dans une source que personne n'utilise. Puis parce que c'est nouveau puis jamais vu, mais. Que ce soit disruptive dans la façon dont les gens consomment, dans les habitudes des gens. Si on vient apporter quelque chose de différent, qui sont pas habitués, automatiquement, on est capable d'aller chercher leur attention. Après ça, évidemment, ton marketing, il faut qu'il soit bon, ton message, il faut qu'il soit bien conçu, puis ta stratégie derrière. Mais quand on utilise quelque chose qui est disruptive, ça vient toujours attirer l'attention des gens. Puis le porte-à-porte en ce moment, c'est exactement ça, comme tu l'as dit, PL. T'sais, on renvoie, nous, des clients à aller cogner aux portes, sont comme « Tabarnak, OK, j'ai plein de rendez-vous de bouquets en si peu de temps. » Ben ouais, mais il n'y a personne qui va solliciter le monde. Pour de vrai, là, juste chez nous, là, je suis dans un quartier que, dans le temps qu'on cognait aux portes, là, PL, genre ce quartier-là, même avant que j'habite ici, je dois l'avoir cogné 4 fois en dedans de 2 ans. Fait que je sais qu'il y avait des gens qui cognaient aux portes, ben c'était nous, ces gens-là, mais bref. On cognait dans ces quartiers-là constamment. Fait que les gens étaient sollicités. J'ai jamais eu une personne qui est venue cogner à ma porte, je pense une fois en 5 ans depuis que je suis ici. Imagine, il arrête de cogner, puis aussi le quartier se renouvelle, c'est pas nécessairement les mêmes propriétaires, fait que derrière, l'opportunité vient pratiquement être à neuf. Fait que quelqu'un qui dit la prospection va mourir, pour moi, il vit sur une autre planète. Est-ce que la prospection, de la façon que tu l'as fait, va devoir évoluer? Of course, 100%. Mais de là à dire que ça marchera, ça va arrêter de marcher comme connecté avec des humains, c'est comme ça arrêterait de... Tu rencontres un humain dans la rue. Quand est-ce que tu pourras pas amener cette personne-là à avoir un intérêt pour ton produit si tu le rencontres en face de toi? Never. Right? C'est juste ton approche qui va devoir changer. 100%. Et, j'ai un point là ici, là, il y a aussi le fait que la prospection, c'est dur. C'est pas facile. Puis je pense que la prospection sur le web, c'était facile et c'est devenu difficile. Aujourd'hui, pour réussir à amener quelqu'un à un rendez-vous, là, des fois, je peux jaser 1 heure de temps avec quelqu'un sur Messenger pour bâtir la relation parce qu'ils sont tous résistants puis il y a des grosses défenses. Alors, quand tu parlais tout à l'heure de talent, je pense que dans la saturation, le talent va venir vraiment surpasser le potentiel pour continuer à exploiter. Parce qu'au début, les gens mettaient des bots sur Messenger puis ça bouquait. Aujourd'hui, ça, c'est impossible aujourd'hui. Là. C'est tellement facile à détecter. Là, donc, ultimement... mettons, dans une niche sur le web comme la tienne, la prospection active, c'est le manual outreach. Est-ce que tu entrevois autre chose pour tes coachs, tes consultants à moyen terme, long terme? C'est-tu dans vos réflexions actuelles? Ben, ce que tu disais, c'était, dans un, il y a le outreach cold, puis il y a le outreach warm. Puis on parle de 2 stratégies complètement différentes parce que prospecter des gens avec qui tu n'as jamais eu de contact avec, puis prospecter des gens qui t'as déjà eu un contact puis goûté à ce que tu fais, c'est complètement pas la même game derrière. Fait que tu vas passer 1 heure à essayer de parler à quelqu'un si derrière il n'a pas consommé puis il n'est pas déjà embody à l'intérieur de ton offre puis de ton message. Tu vas passer beaucoup moins de temps à le booker si la portion écosystème et marketing a fait encore un meilleur job. Fait que je pense qu'il y a 2 façons de voir ça. Soit tu augmentes tes talents en vente parce que les gens sont comme le marketing, la vente. Réellement, là, tu peux être vraiment bon dans l'un des 2 puis faire énormément de cash. Yep, c'est vrai. Selon moi, c'est beaucoup plus facile d'être bon en vente que de l'être en marketing aujourd'hui, avec ce que ça prend pour être bon en marketing. Mais réellement, si tu upgrades tes skills en vente, puis en comment parler aux gens, puis les persuader, puis être bon en prospecter, parler à des gens, que ce soit en téléphone ou en Messenger, ben si tu augmentes ces skills-là, tu vas créer un armure, en fait, pour le reste du temps, où est-ce que tu vas être capable de capitaliser sur tes skills pour vendre. Tu ne manqueras pas jamais d'argent, tu vas être capable de générer des clients. Mais si en plus, tu es capable de faire en sorte que ton marketing soit encore meilleur pour que les gens soient réchauffés, je pense que ça va être ça la game dans le futur. C'est à quel point tu es capable de réchauffer les gens parce que la prospection à froid de quelqu'un qui ne te connaît pas va demander des skills encore plus élevés si tu utilises les mêmes méthodes que tout le monde. Par contre, s'ils sont réchauffés, tu as un gain que personne ne peut t'enlever qui s'appelle une connexion avec ton audience. Puis ça, réellement, tu peux être quand même boboche en prospection, puis ça peut quand même très bien fonctionner. Puis c'est la raison pourquoi nos clients ont autant réussi derrière, c'est que la prospection qu'on leur montre, c'est une prospection dans une audience qui a déjà été réchauffée. Fait que ça leur demande pas un degré de skills hyper élevé. Si on avait dit, OK, tu sais quoi, mais prospecte des gens dans ton audience qui est pas une audience qui a consommé ton contenu, mais ton marché, en fait, va les prospecter puis essayer de les emmener sur des appels puis avoir des conversations avec. On n'aurait pas eu le taux de succès qu'on a aujourd'hui. Et non plus, je serais pas là aujourd'hui parce que la majorité des gens n'auraient pas été capables de le faire. Ça aurait demandé trop de skills pour fonctionner. Yep. Par contre, si moi, je consomme ton contenu pendant plusieurs semaines, puis j'aime ce que tu fais, puis tu viens me parler, je vais te laisser beaucoup de chances de te planter avant de faire bye puis d'arrêter de te parler. Parce que je te connais.
Tu as le droit de faire une couple d'erreurs dans ton approche, puis ça va passer quand même au final. Je suis 100% d'accord, puis c'est vrai parce que autant que nous, on enseigne aux gens de prospecter à froid à 100%, parce qu'on part avec des gens qui n'ont pas de business, pas de notoriété, sweet nada, ben on travaille sur leur skills de vente. Parce que je l'explique à quelqu'un. Tu peux pas là, parler à quelqu'un au téléphone avec un script boboche, là, puis je vais le dire comme ça, là, de dire, tu sais, c'est beau un script, là, mais ce n'est pas suffisant pour personne en vente. Il faut que tu développes ta tonalité, ta capacité à développer de l'assurance, d'être capable d'être convaincu. La personne a-t-il envie de te parler? Elle veut te raccrocher au nez. 100%. Puis tout ça, les gens, des fois, ils voient comme, ben c'est un script. Ah, si j'ai un script, ça va être bon. Puis, by the way, là, je veux pas nuire à personne dans le groupe, peut-être si, pas personne ici, mais les gens qui achètent, ben en fait pas qui achètent, mais qui engagent des agences de télécommunications qui font du cold call pour eux, assurez-vous donc de la qualité des gens qui font du cold call. Parce que t'es bien beau leur envoyer ton script puis dire appelle-les, là, mais ça veut pas dire que tu vas avoir des bons résultats avec ça, mais pas du tout. On l'a déjà fait cette erreur-là nous-mêmes, là, by the way, s'en souvient probablement. Au Maroc, on a essayé plein d'affaires là, pour sortir du point. Là. Tu peux pas déléguer ton cold call à quelqu'un qui, tu sais même pas s'il est bon en vente, si tu l'as-tu testé, y a-tu une belle approche avec les gens, y a-tu de l'assurance, tout ce que tu fais, c'est mettre un robot. Rendu là, remets ton bot sur Messenger, là, puis laisse ça aller, là, ça fait la même affaire. C'est important que la personne qui appelle, fait que. Ouais, tu dois le voir dans tes accompagnements, il doit y en avoir qui veulent déléguer la prospection, déléguer la vente, puis qui veulent juste être coach. Mais la réalité, c'est qu'ils ils donnent tout leur profit à ces tierces ressources-là, puis le message passe jamais avec autant d'impact que la personne eux-mêmes, tu sais, parce que nous aussi, on a plein d'entrepreneurs qui cherchent à tout prix à se sauver de la vente, de se sauver de la prospection, mais faut apprendre à l'aimer, faut apprendre à... Je dirais que ça cache quelque chose. Ça cache une peur. Ça cache quelque chose de vouloir se débarrasser trop vite de ces éléments-là. Peut-être parce que dans ta tête, t'es trop big ou trop grand pour faire les petites choses puis d'apprendre à mettre la main à la pâte. J'ai vu ça sur beaucoup de personnes. Puis même dans nos clients plus avancés, tu sais, on a Legacy qui est pour ceux qui font 100 000 par mois. Puis des fois, on leur dit de faire des choses, ils sont comme ouais, mais ça fonctionne. C'est comme ouais, c'est comme non, rapprends à faire des petites choses pour comme t'es pas trop grand pour faire des petites choses. Puis je pense qu'il y a beaucoup de gens qui se développent dans la business et dans l'entrepreneuriat, puis au lieu de se mettre la main à la pâte puis d'apprendre qu'est-ce qu'ensuite ils vont vouloir transmettre à d'autres personnes dans leur équipe, ils préfèrent aller chercher des gens à l'extérieur qui vont s'occuper de ça. Mais je vais jouer l'avocat du diable. Comment tu veux savoir si quelqu'un est réellement bon ou non si tu l'as jamais fait toi-même? Je trouve ça vraiment facile de te faire vendre puis jouer du violon si tu sais pas quoi regarder derrière. Puis si tu l'as pas réellement fait toi, mais comment tu vas te développer l'expérience pour savoir si quelqu'un est de bullshit ou non? Si quelqu'un sait qu'est-ce qu'il fait ou non, tu es à la merci de la personne que tu engages. Fait que les agences, les entreprises de télécom comme que tu as parlé tantôt, moi j'ai quand même un frein là-dessus, puis c'est quelque chose qu'on enseigne à nos clients parce que ben selon moi, c'est facile de te vendre l'idée que je peux t'aider, mais si derrière, j'ai aucune idée qu'est-ce que ça prend, mais je vais juste dire oui, puis finalement après 3 mois, je me rends compte que ça marche pas, mais j'ai flobé X nombre d'argent juste parce que je voulais m'en sauver moi-même. Quand à la place, j'aurais pu juste apprendre. Puis si je veux me chercher une agence, au moins je sais quoi regarder. C'est quoi les points? C'est un bon message pour conscientiser les entrepreneurs parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous écrivent à toutes les semaines. Ils sont comme je veux pas de la formation en vente, j'aimerais ça avoir des vendeurs. T'as-tu des vendeurs à me référer? T'as-tu ça? Je suis comme c'est qui vend en ce moment? C'est moi. C'est quoi tes résultats? Ouais, moi je suis pas bon. On va prendre le temps de s'asseoir puis on va regarder si on peut t'aider toi. Puis down the road, on va te mettre des personnes en place avec toi. On va t'aider à mettre les bonnes personnes pour le faire. Mais ce n'est pas la bonne solution demain matin que je t'envoie quelqu'un. Il va chier dans la pelle. Tu seras pas capable d'y montrer les bonnes pratiques de ton industrie. Tu comprends même pas les douleurs, les problèmes de ton client cible. Donc, tu seras pas capable de le transmettre à cette personne-là. Puis ce maudit message-là, je le dis de même, mais c'est que le monde a de la misère à se le rentrer dans la tête. La vente, c'est un skill nécessaire de l'entrepreneuriat. Tu dois le développer. Si t'es pas capable de le faire, il y en a qui arrivent à tout déléguer, mais il manque des morceaux là, à leur puzzle. Ce qui est intéressant ici, puis on a eu une consultation hier avec un étudiant qui avait des sesties de grosses marges de profit sur la vente de ses produits et services. Fait que ça laissait comme beaucoup de marge à l'erreur, beaucoup de marge au fait qu'il connaissait pas son processus de vente. Il sait pas si ses vendeurs ils closent ou non. Puis il s'en fout parce que à la fin du mois, mettons, il fait 100 000 piastres de profit, tu sais. Puis moi, si j'avais eu des cheveux encore, je les aurais reperdus une deuxième fois. J'étais comme, t'as-tu idée comment tu perds des opportunités, comment tu perds du cash parce que tu sais pas ce que les gens font, t'as aucune métrique pour mesurer. Alors, à l'inverse, prends une compagnie qui a 3% de marge nette.
Tout le monde est sa coche, tout est standardisé. Pourquoi? Parce que s'ils font une petite erreur, ils perdent trop. Fait que ça, c'est un genre de syndrome que je vois des grosses marges de genre on s'en calisse, c'est pas grave, on fait de l'argent, mais crime. À la fin de la journée, t'en perds vraiment beaucoup, puis ça représente une grosse impact. Pour tout le monde qui nous suit, Joël le savent, là, je suis un capitaliste assumé. Là, moi, tu laisses pas traîner 10 piastres à terre, tu le ramasses, t'as toi, ça t'appartient. Là, fait que la dernière angle qu'on voulait donner à ce podcast-là, c'est justement, tu prends des gens qui n'ont pas nécessairement de talent en vente, qui ont plutôt une expertise. Comment tu leur fais rentrer dans eux là, qu'il va falloir qu'ils closent des clients? Là, ben, si tu penses derrière, c'est quoi tes options réellement? Si tu veux générer des clients, qu'est-ce qui t'amène à générer des clients? Si tu te mets à décortiquer, c'est quoi le processus? Ben, tu dois avoir des gens à qui présenter ce que tu as à faire. Puis comment tu as des gens en face de toi qui veulent entendre qu'est-ce que tu as à offrir, ben c'est que tu as réussi à les emmener intéressés à entendre qu'est-ce que tu veux vendre et offrir. Comment tu amènes ces gens-là à les intéresser à vouloir ce que tu as à offrir? Ben réellement, il a fallu qu'ils apprennent à te connaître à quelque part, ces gens-là. Fait que comment ils ont appris à te connaître? Ils ont appris à te connaître soit avec de la prospection à froid, manuelle, où tu as fait des actions pour rentrer en contact avec, transformer d'inconnu à connu, ou tu as fait de la pub. Maintenant, lequel qui demande le moins de skills initialement? Bonne question. Right? Ben, réellement, c'est le manuel. Parce que je t'aurais peut-être pas dit ça en 2016. Ouais, alors, tu veux dire, qu'est-ce qui demande le moins de skills pour aller prospecter? Ouais, définitivement, parce que tout le monde peut le faire, en voulant dire. Tout le monde peut le faire avec un moindre script ou concept stratégie derrière ça. 100%. Mais je pense que, pour Pierre, ce que tu disais tantôt par rapport à rentrer dans la tête de... ben, si on travaillait aussi sur comment changer leur perception de la vente. Parce que des fois, on veut s'enfuir de la vente parce qu'on a une mauvaise connotation vis-à-vis de ça. On pense que on vend un service qui est pas approprié. On vend une thermobombe 35 000 plus cher que ce qu'elle vaut réellement sur le marché juste pour fourrer les gens. On a une mauvaise connotation de ce que c'est la vente quand réellement, quand tu offres un produit, un service qui aide vraiment les gens, ben on pourrait remplacer le mot vente par transformation, par la première étape d'un coaching. On pourrait appeler ça un coaching aussi, la vente, en fait, parce que réellement, ben, c'est le début de quelque chose et non la fin de quelque chose. Fait que je pense que c'est là où les gens doivent passer plus de temps à réaliser que vendre un service, c'est bon pour l'autre personne en face. Ouais. Et non juste bon pour tes poches. Tu sais, moi, ce que je remarque, c'est que souvent, j'ai besoin de donner une bonne claque dans la face à certains de mes étudiants parce qu'ils sont trop hot pour faire de la vente. Comme si la vente, c'était comme un poste de merde dans une entreprise. Mais c'est ceux qui font vivre la business, c'est ceux qui amènent l'eau au moulin, puis c'est ceux qui font en sorte que ça crée de l'emploi, que ça crée une structure. Fait que tu sais, j'aimais ça quand tu disais, t'as dit Legacy, ton programme Legacy, ces gens-là, tu leur dis, là, reviens à la base. Mais crème, la vente, c'est un essentiel pour réussir dans une business. Tu peux avoir la meilleure expertise du monde, mais si tu convaincs pas, même si ton audience est réchauffée, même si tout le monde est sharp, ton marketing est bien aligné, faut que tu alimentes la vente, là. Puis il faut que tu closes pour que cette personne-là elle traverse de l'autre côté puis elle travaille avec toi, là, tu sais, là. Puis ça, c'est souvent quelque chose qui est de notre côté difficile à faire comprendre aux gens, là, tu sais, là. T'sais, on peut pas nécessairement toujours envoyer un lien de paiement après la vente ou envoyer la soumission. T'sais, nous, on est anti ça à toute la fin là, parce qu'on veut qu'ils contrôlent le processus de vente de A à Z puis que ça vient avec un close at the end. Mais tu sais, cet aspect-là, je pense que tu vis un peu la même chose de chez toi, là. Mais tu sais, nous, puis ma question, j'essaie de la reformuler, c'est que nous, c'est des entrepreneurs. Vraiment, tu sais, c'est pas des coachs. Tu vois, c'est vraiment, ils arrivent avec genre, je veux aider les gens à se remettre en forme. Fait que, tu sais, ils n'ont pas vraiment la notion de vente dans leur tête, là, tu sais. Fait que c'est vraiment, tu sais, en les amenant dans la perception qu'ils doivent apporter quelque chose que tu les amènes à les faire comprendre qu'ils vont closer, genre. Ben là, tu parles de comment supporter l'audience d'entrepreneurs ou les coachs? Parce que réellement, derrière... Ben, nous, ce qu'on fait derrière, ben, c'est de leur montrer que la vente, finalement, c'est pas réellement négatif, mais c'est positif. C'est positif. Pourquoi? Parce que tu aides réellement la personne derrière. Mais selon moi, peu importe que tu vends un service ou un offre, que tu vends de la télécom ou tu vends des alarmes ou que tu vends un autre service, ton service devrait combler le besoin d'une personne en face de toi. Donc, c'est bon pour la personne. Fait que derrière, je pense que cette idée-là, que tu sois dans l'industrie du coaching ou non, si tu arrives à mettre dans ta tête que vendre est bon pour l'autre personne en face de toi, tu vas vendre en crise. That's it.
C'est vraiment bon. Ça, c'est un bon nugget, là. On essaie toujours d'enligner les gens sur cette mentalité-là parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont en affaires aussi pour le cash, autant qu'on est là pour ça, puis qu'on est là pour gagner. Which is fine. Je pense que PL l'a dit, qu'il a assumé 10$ à terre, je veux l'avoir, mais il y a une chose quand même à réaliser derrière, c'est que c'est pas tout le monde dans ton équipe qui est là juste pour le cash. There's one thing aussi. Toi, l'entrepreneur, maybe, mais les gens dans ton équipe, not necessarily, sinon, comme, ils vont tous partir et ils vont bâtir autre chose par eux-mêmes. Fait que si tu veux bâtir une entreprise qui perdure dans le temps, ça doit pas juste être basé là-dessus. Mais quand tu réalises réellement que le plus que tu donnes de valeur, le plus que tu as d'argent derrière, mais c'est assez facile à comprendre que si tu mises sur redonner aux gens, puis servir les gens, puis donner de la valeur, même si ça peut sonner énergétique ou wouhou, c'est réellement ce qui va t'apporter un autre niveau dans ton entreprise parce que le marché va toujours récompenser là où il y a le plus de valeur. 100%. Puis j'avais lu quelque part que la personne, elle expliquait comme ça, elle disait, je mesure mon impact que j'ai envers mes clients puis les gens avec le nombre d'argent que je fais. Parce que c'est la façon pour moi que je suis capable de voir. Plus que j'en fais, ça veut dire, plus que j'ai aidé de gens, plus que j'ai été en mesure de faire des changements. Fait que, définitivement, je pense que le message, on le passe de toutes les façons possibles, mais la vente, c'est nécessaire. Puis c'est bon, au final, quand tu le fais pour les bonnes raisons puis pour aider les gens, au final. Moi, j'ai un dernier point, ça fait quoi, 35 minutes, 38 minutes, on n'est pas si peu. Dernier point, peut-être sur lequel je voulais te questionner. On en voit beaucoup, nous, des gens arriver, que ce soit justement des entrepreneurs, des coachs, peu importe. Pour toi, parce qu'à travers ta clientèle, tu vas pouvoir me répondre, mais qu'est-ce qui définit un client qui va avoir du succès d'un client pour qui ça va être peut-être plus laborieux pour lui, que ça va être difficile d'aller atteindre les résultats? C'est quoi les éléments qui font la différence là-dedans? C'est une bonne question, man. Je pense que savoir choisir les clients qui vont être à succès est important dans ton business et dans ton processus parce que vendre, c'est assez simple. Quand tu commences à faire de la vente puis tu commences à être bon en vente, je pense que tu peux vendre pratiquement n'importe qui. Réellement. Par contre, combien de temps une entreprise dure si elle vend majoritairement des gens qui ne devraient pas se faire vendre? Pas longtemps. Pourquoi? Parce que le bad marketing commence à prendre plus de poids. Tu commences à avoir ça derrière. Mentalement, en tant qu'entrepreneur, tu as de la misère à te coucher le soir parce que tu te rends compte à quel point tu as vendu de la merde. Fait que c'est un feu de paille, right? Fait que je dirais la première des choses pour faire la différence entre un client qui va réussir ou non, ça se passe avant même de faire ça. C'est dans ton processus de vente, comment tu détermines si quelqu'un va avoir du succès ou non. Puis tu vends seulement à quelqu'un qui a réellement des chances de réussir. Ça, je suis 100% d'accord. Puis, tu sais, on applique ça de notre côté aussi. Puis, tu sais, on en fait des ventes des fois avec des gens qu'on est comme... Je l'ai averti, tu sais, j'ai dit qu'il y avait ça à faire, puis qu'il part de plus loin que d'autres, là, puis qu'il a besoin de mettre les étapes. Puis j'en vois des gens comme ça réussir davantage que d'autres qui sont naturellement très bons, performants, qui se pognent le cul. Mais tu penses que lui, il va scorer big time, mais finalement, tu vois qu'il est un petit peu plus lazy. Moi, ce que j'ai vu, c'est ça, les gens qui sont les plus prometteurs, ceux qui chient le plus dans la pelle, puis les gens qui ont moitié potentiel, finalement, c'est eux qui te surprennent. Ouais, effectivement, mais juste pour revenir sur ma question, parce que tu sais, je veux pas savoir par rapport à la vente vraiment, mais plus par rapport, parce que j'ai posé une question similaire à David la semaine passée, puis j'avais le goût de rentrer là-dedans parce que tu sais, c'est quoi, tu vois les forces de tes clients, tu dis, oh, tabarouette, les gens qui ont ça, déjà, tabarouette, ils partent avec une longueur d'avance. Parce que moi, j'avais posé la question, c'est quoi qui est le plus important pour toi d'un entrepreneur, ou selon toi, c'est quoi sa plus grande force? Est-ce que c'est plus son intelligence d'affaires, ses compétences, ou plus au niveau résilience, justement? Fait, c'est quoi ton... Loin avec ça, je te dirais, je pense, charisme, man. Je pense que quelqu'un qui a du charisme de base et part d'une longueur d'avance versus quelqu'un qui a une intelligence émotionnelle ou qui a de la résilience, parce que ça te fait sortir du lot. Puis la chose souvent que les gens ont le plus de difficulté initialement quand ils se lancent en business, c'est sortir du lot. Comment tu te sors du lot? Puis c'est beaucoup plus facile de promouvoir toi qu'une entreprise. Donc, si tu utilises ton brand personnel pour promouvoir l'entreprise, que ce soit sur le web ou même en physique, ben sortir du lot te donne des opportunités beaucoup plus rapidement que si quelqu'un manque de confiance, shy, puis a de la difficulté à avoir du charisme. Fait que je te dirais, first, on voit une différence entre les gens qui rentrent dans nos accompagnements avec déjà du charisme et de la confiance versus quelqu'un qui en a vraiment pas. Ça, c'est une des choses. Ensuite, je vais sembler QQ, man, mais quelqu'un qui a réellement un pourquoi qui fait du sens puis qui est pas juste de la merde parce qu'il l'a entendu dans un podcast, ça fait vraiment une grosse différence, man, parce que n'importe quelle roche sur ton chemin semble plus grande si tu sais pas où tu t'en vas.
C'est pas QQ, c'est vraiment pas QQ, là. Tu sais, on est des pro-défendeurs du why, by the way, là. Puis, tu sais, justement, tu sais, je trouve ça dommage qu'on doit dire c'est QQ parce que tabarnak, pour moi, c'est de l'héroïne le matin, mon why, là, tu sais. Fait que c'est genre far away. Tu sais, du QQ, c'est genre même une raison. Puis je l'associe davantage à la résilience, ceci dit, le why. Parce que c'est le why qui nous permet de dire, tu sais. Soit de travailler ta résilience ou tu peux travailler ton why, mais par défaut, si tu travailles ton why, ton pourquoi puis la raison pourquoi tu fais quelque chose, ben automatiquement, mais tu es prêt à passer à travers pratiquement n'importe quel champ de bataille, man. Que tu te fasses lancer des roquettes ou non, tu es prêt à avancer. Si tu sais pas pourquoi tu te bats, pourquoi tu te battrais? On revient en arrière dans le temps des Romains, man, puis ceux qui gagnaient, c'était pas nécessairement ceux qui avaient le plus d'épées ou ceux qui avaient le plus de gens derrière. On voyait des estis barbares à 300 versus 2000 derrière, puis ils étaient capables de gagner. Logiquement, 300 versus 2000 doesn't really work. Fait que pourquoi ils sont capables d'en sortir vainqueurs? Mais il y en a un, man, que le pourquoi était vraiment fort dans la gang. Puis l'autre, il se battait juste parce qu'il y avait une paye derrière. Fait que, même si on est capitaliste, même si on souhaite faire beaucoup d'argent, derrière, faire beaucoup d'argent n'est pas le why ultime parce que, arrivé un temps, faire beaucoup d'argent change quoi dans ta vie? Pas grand-chose. T'as besoin d'acheter un contexte plus grand à juste faire plus. C'est ça, tu sais, c'est qu'à un moment donné, t'arrives à un certain standing avec un certain montant. Il y en a qui ont des besoins plus gros que d'autres, ceci dit, mais tu sais, comme puis c'est intéressant cette partie-là parce que quand t'es rendu à ce niveau-là, tu comprends que finalement, c'était pas tant ça le roadshow d'affaire du cash. Et si tu l'as pas, ce why-là, il n'y a pas vraiment de raison de faire de la business. Tu l'entends pas, puis peu importe à quel point tu le mentionnes, c'est comme t'as besoin de passer au travers. C'est pas genre sur un podcast ou de la prévention qu'on va dire, tu sais, là. Le jour où tu vas assez d'argent, tu vas réaliser que c'est pas l'argent qui compte, c'est comme. Puis là, finalement, derrière, tu t'en crises puis tu fais juste dire non, cash is the way, cash is the way. Fait que réellement, j'aime ça passer le peu de temps là-dessus parce que même si on en parle, je pense que l'expérience personnelle est tellement plus forte qu'essayer de prévenir ça. Fait que tout le monde le réalise à la fin, mais même si je te dis, tu vas faire comme oui, c'est ça. Puis tu vas aller quand même la taper. Mais quelque chose que tu as dit que je vais mettre l'accent dessus, c'est que c'est pas tout le monde qui a le même seuil, mettons, de goal financier. Il y en a pour eux que avoir une aisance financière, c'est 100 000 par an. Avoir une aisance financière, c'est 1 million par an. Puis avoir une aisance financière, c'est 10 millions par an. Fait que le niveau change d'une personne à l'autre. Par contre, le chemin reste souvent la même chose par la suite, où que quand tu atteins ce seuil-là, si c'est l'argent qui te drivait, ça te drive plus. Parce que pour toi, tu as comblé tes besoins. Il y a même j'avais lu là, des entrepreneurs qui atteignent ça pour le cash puis qui tombent en dépression majeure puis que tout s'écroule parce qu'ils réalisent que c'était juste un endgame puis quand ils ont atteint le endgame, la vie est plate en esti, là, tu sais, là. Fait que. J'ai vécu ce clash en 2021, moi, quand j'avais atteint toutes mes goals, m'acheter une voiture exotique, tout. J'ai pogné 2 minutes, man. J'étais comme Chris, j'ai 20, en 2021, j'avais 24, 25. 24, 25 avec une R8, maison d'1,6 million. Quand est-ce que tu vois ça, man? Tu vois pas ça, là? Fait que moi, le petit cul, Joël, que toute sa vie a voulu grandir et d'être millionnaire, je l'atteins fucking jeune. Puis je suis comme, moi, il me reste 3/4 de siècle. Mettons là, que je me donne 80 ans, il me reste fucking 60 ans à vivre, man. J'ai l'impression d'avoir fini le jeu. Je sais pas si t'as déjà joué à des jeux vidéo. Là. Moi, je jouais à des jeux vidéo quand j'étais jeune. Là. Mais quand tu finis le jeu, c'est plate en crise. C'est déçu, là. What's next? C'est quoi la suite? Hein? T'es comme, il y a des missions d'extra. T'es comme, je vais pas les faire, je m'en foutu les missions d'extra. J'ai fini la mission campagne principale. C'est la même affaire qui s'est passée. Fait que, oui, je dirais que personne n'en parle, mais c'est tout le temps quelque chose qui arrive. Ton pourquoi initial, quand tu l'atteins, il faut que tu le remplaces par quelque chose d'autre. Sinon, tu commences à perdre un peu la suite sur qu'est-ce qui te fait avancer, qu'est-ce qui te fait progresser. Puis moi, j'ai tout le temps été quelqu'un qui aimait la croissance, la progression, l'avancement. Mais si j'arrêtais de voir la prochaine croissance, la prochaine progression était quoi, ça a été un moment qui était un peu plus tough. Pendant une couple de mois, ça a été tough mentalement pour ça. Ben, c'est super intéressant parce que, tu sais, j'ai pas la maison d'1,6 million, mais j'avais atteint mes goals. Puis je sais d'avoir dit à Nick, là, j'ai un problème, Nick, parce que je sais plus quoi faire. Genre, j'ai besoin d'un autre. Puis là, il était comme, le 1er janvier, 2 janvier, j'ai dit, terre à bois, peut-être. Fuck, le 15 janvier, il avait déjà acheté à terre à bois, là, je sais quand.
fuck, what's next, man? J'ai besoin d'objectifs pour avancer, tu sais, puis pour me driver, tu sais. Mais oui, tu sais, ça fait genre un peu de discussion, un peu de tabou, là, en ce moment, là. Mais Chris, c'est vrai, pareil, tu sais. On a besoin d'objectifs puis de se connecter à quelque chose pour atteindre ces goals-là qui sont un peu plus ultimate goals, en fait, là. Si tu transfères ça pour servir les autres, c'est pas mal une ressource inépuisable, en fait, parce que tu finiras jamais ton audience de gens à servir. Mais en même temps, si tu sers ton audience, tu continues de grandir. Fait que c'est un win-win. Puis moi, c'est vraiment été le switch que j'ai fait. Fait que, encore là, le seuil est pas le même pour tout le monde, mais le pourquoi est réellement quelque chose qui te fait rendre la résilience facile. Bien d'accord. Quelqu'un qui bug sur tout, là. Il y a ça, moi, je veux pas faire ci, je veux pas faire ça, je veux pas faire ça. Dude, t'as réellement pas un contexte qui est puissant dans ta vie, là. Ton pourquoi, il vraiment pas bon. Il est de la calice de merde, ton pourquoi, là. Si tu bugs à genre, je veux pas retourner les ventes, je veux pas faire mon marketing, je veux tout comme, réellement, la première chose que je ferais, c'est pas genre ton intelligence d'affaires, c'est pourquoi tu fais ça? Je me pose des questions, moi, depuis tantôt que vous parlez, je suis comme, ça, c'est vrai, dans ma tête, ça bouge. Ah ouais? On te stimule. Moi, je suis facile à stimuler comme ça, fait que là, je vous écoute depuis tantôt, puis je pense. Mais c'est tellement vrai parce que, j'ai bien beau, moi, je le refais souvent. Pour continuer cette discussion-là, mais je le refais souvent. On dirait qu'à tous les 3 mois, là, je fais mes trimestres, là, tout le temps de clock, là, je fais mon trimestre, je fais OK, je vais aller voir OK, mon vision board, mes trucs. OK, mon why, ça fait dessus encore, non. Puis des fois, je suis comme je sais plus. Telle affaire. Ça, fait que, on dirait que je me remets toujours en question là-dessus. Je trouve que c'est une bataille continuelle d'essayer de mieux définir, de reclarifier. Puis, tu sais, plus qu'on vieillit aussi, plus qu'on se rend compte que nos champs de priorité sont plus les mêmes. Les activités qu'on aime faire sont plus les mêmes. Notre réalité, elle change. Le cercle d'amis, ces choses-là. Fait que, moi, c'est ça, on dirait, ben là, je suis à la trentaine, là, à quelques jours près. Fait qu'on dirait que toutes les, comme, OK, ma vie est rendue ailleurs complètement. Fait que, bref. Je vais rapper ça, les boys. Merci beaucoup, Joël, pour vrai d'être venu sur le podcast. Plein de points vraiment intéressants pour notre audience et autres personnes qui écouteront ça sur le podcast ailleurs, partout. Les gens qui veulent te parler, qui veulent te rejoindre peut-être, qui auront envie de prendre tes services, whatever else, où est-ce qu'on peut te rejoindre? Viens m'écrire directement sur Messenger à Joël Blodeau, mon profil. Ouais. Ou le groupe Accélération pour Coach, un des deux. Il y a un petit crochet bleu à côté de son nom en plus sur Facebook. J'ai payé Meta pour ça, là. On est deux, sauf que moi, ils font rien de bon quand je leur paye ça, vos grands. Merci, Joël. Plaisir, guys. Merci à tous et à toutes d'avoir été présents avec nous pendant ce 42e épisode. J'espère que ça vous a motivé, crinqué à mieux développer vos stratégies de prospection sur le web parce que oui, il y a encore de la place pour ça. Oui, il va toujours y avoir une place pour la prospection. Comme on l'a mentionné pendant l'épisode, c'est important d'être progressif dans nos façons de faire. C'est important de s'adapter à la clientèle. Joël vous a donné des très bons exemples, vous a outillé à travers cet épisode-là. Si vous aimez ce genre de contenu-là, merci de laisser vos commentaires. Merci de nous écrire en dessous de YouTube, Spotify, maintenant il y a des endroits où vous pouvez commenter. C'est toujours super agréable. Encore une fois, merci de nous laisser un 5 étoiles. C'est notre paye. C'est ce qui fait en sorte qu'on a envie de continuer de faire ça. J'espère que vous êtes satisfaits de cet épisode-là. Je vous souhaite une excellente journée, d'excellentes ventes et on se revoit dans le prochain épisode.